Les boîtes finalement qui réussissent le plus sont celles justement qui ne restent pas derrière leur écran, mais qui sont sur le terrain. Toute l'entreprise vit un peu au travers de sa communauté, et apprendre sa communauté, c'est quelque chose de super important. Bonjour à toutes et à tous, j'ai une première question, est-ce que vous allez bien ? Oh, on sent encore les petits oui du matin, j'ai envie de recommencer. Est-ce que vous allez bien ? Très très bien, bienvenue à toutes et à tous pour cette journée dédiée à la collusion d'affaires entre les startups, les grands comptes et toutes les parties prenantes, tous les partnerships de l'innovation en Occitanie et également en France. Je m'appelle Mathias Estagno et vous me verrez souvent sur cette scène aujourd'hui. En cette introduction, on a la présence d'une keynote et d'un intervenant star, M. Vincent Huguet, cofondateur et co-CEO de Malte. Mais avant, pour l'introduction de cette journée, je voulais laisser un mot à notre président, Édouard Forzy. Merci Mathias. Toujours très heureux d'être ce jour, le jour du Business Startup Day, du Meet the Big, avec vous. C'est chaque année le mardi donc de cette longue semaine qui a déjà démarré de manière très intense hier et puis même vendredi, puisqu'on avait une mêlée junior et même des étudiants entrepreneurs qui sont venus pitcher ici. Donc voilà, toujours un franc succès. Ça réunit tout l'écosystème d'innovation de la région. On organise ces journées avec de très nombreux partenaires que vous verrez sur les écrans, que vous verrez tout au long de la journée, avec la French Tech particulièrement aujourd'hui. Et donc ça va vous permettre, j'espère, aux entreprises petites et grandes de vous rencontrer, de mieux vous connaître, de faire du business ensemble. Et évidemment, on est très heureux cette année de recevoir Vincent Huguet, fondateur de Malte, cofondateur, qui est donc, on le pense, la prochaine licorne française, on espère. Et sans plus tarder, merci d'accueillir et d'applaudir Vincent Huguet, cofondateur de Malte, s'il vous plaît. Bonjour à tous, enchanté, plaisir d'être là. Quel honneur d'inaugurer cette journée du coup. Et quand tu m'as contacté avant l'été pour savoir si je pouvais être là aujourd'hui, j'ai à peu près pris 30 secondes pour dire oui, je pense. D'abord parce que ça me permettait de revenir à Toulouse où je n'étais pas venu depuis longtemps. Et puis c'est aussi une ville où on a maintenant une équipe qui est dirigée par Emmanuel, qui est ici, une équipe d'une dizaine de personnes. Donc on est content de commencer à bien travailler sur la région. Alors la deuxième question que tu m'as posée ensuite après, est-ce que tu veux venir, c'est de quoi tu vas parler. Là je te dis, c'est plutôt à toi de me dire. Tu m'as dit, écoute, Malte a 10 ans, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? Alors l'histoire en 20 minutes, sur quoi je vais insister, ça va être compliqué. Puis j'ai réfléchi un peu, je me suis dit, je pense qu'il y a un truc qu'on a bien fait chez Malte, c'est le développement de communautés au pluriel, et l'application d'un principe qui est « doing things that don't scale ». Alors là, tu m'as regardé un peu bizarrement, tu m'as dit, ça y est, encore un start-upper qui doit tout mettre en anglais. Et en fait, le truc, c'est que, je ne sais pas très bien comment le traduire, cette phrase en anglais, en français, parce qu'on dirait commencer par faire des choses petites pour voir grand, quelque chose comme ça. Et la deuxième chose, surtout, c'est que ce n'est pas une phrase qui est de moi, mais c'est une phrase qui est de cette personne, Paul Graham, le fondateur du Y Combinator. Je ne sais pas qui connaît le Y Combinator ici, à qui ça parle ? Pas trop, pourtant on a un public de start-up. Y Combinator, c'est l'accélérateur ou l'incubateur le plus prestigieux au monde. Un incubateur d'où sont sorties des entreprises comme Stripe, Instacart, Coinbase, Coinbase c'est un peu moins bien maintenant, et Airbnb. Et Paul Graham, il a des grands principes, et un de ces principes, c'est cette phrase qu'il a dit la première fois au fondateur d'Airbnb, « do things that don't scale ». Bien sûr, vous voulez faire une entreprise incroyable qui va scaler dans le monde entier, mais pour commencer, il faut commencer petit. Airbnb, il y a quelques années, et moi je les ai connus d'ailleurs à ce moment-là, je vais vous raconter ça. Ça s'appelait à l'époque d'ailleurs Airbed and Breakfast, parce que l'histoire c'est que les premières personnes qui ont dormi chez les fondateurs d'Airbnb ont dormi sur un airbed, donc un matelas gonflable, comme quoi on peut faire une belle histoire en ayant une marque pourrie au début. Airbnb ou Airbed and Breakfast, ça ressemblait à ça. Des gens sortis d'une école de design, un ingénieur, ils ont fait très belle plateforme et personne venait dessus. Ou peu de monde, parce que mettre son appart, pas savoir qui allait venir dessus, etc., c'était assez compliqué. Et c'est là que Paul Graham leur a dit, allez voir les gens, les quelques rares personnes qui ont pris le risque de mettre leur appartement sur votre plateforme. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ça c'est les 3 cofondateurs d'Airbnb, Joe, Nate et Brian. Ils sont allés voir des autres, ce qu'ils appellent des hosts,
à New York, où ils avaient quelques dizaines, même pas, de personnes qui recevaient des gens dans leurs appartements. Et étant aussi designers et photographes, ils ont commencé à prendre des photos de ces appartements. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'ils faisaient des photographies professionnelles des appartements et qu'ils les mettaient en ligne sur leur plateforme, ils avaient un taux de retour, un taux de conversion 7 fois plus important que quand il n'y avait pas de photos professionnelles. Donc c'est des choses comme ça qu'ils ont plus. D'ailleurs, c'est pas scalable a priori, vous allez me dire, de prendre des photos de tous les appartements. Et pourtant, ils l'ont fait. Ils ont mis en place des freelances dans le monde entier, des milliers de personnes qui vont prendre les photos des gens, etc. Mais au-delà de se rendre compte de ça, ils ont compris plein de choses. Ils ont compris que beaucoup de gens, ils posaient la question aux gens, mais pourquoi vous faites ça? Et les gens disaient, bah voilà, on est post-crise de 2008, on était en 2009 quand a commencé Airbnb, crise des subprimes. On ne sait plus comment faire pour payer nos crédits immobiliers. Donc ça nous permet de payer nos crédits. Du coup, ils ont fait des publicités, et je me souviens avoir vu ces publicités, ils ont fait des publicités qui disaient « Payez vos crédits grâce à Airbnb ». Donc ils allaient avec un message super targeté, super ciblé auprès de futurs potentiels hôtes. Donc ils ont appris beaucoup de choses sur la motivation, sur qu'est-ce qui intéressait les autres à venir sur Airbnb, et ensuite les guests. Et encore une fois, ça c'était pas scalable, mais ça leur a permis de faire beaucoup de choses. Alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous disais, j'ai connu Airbnb à cette époque. Ça, c'est un mail que j'ai reçu en 2010 de Airbnb, d'une personne qui s'appelle Venetia à l'époque, qui faisait un peu l'animation, qui allait voir les gens dans la communauté, qui faisait des petites vidéos, des gens qui avaient mis leur appart sur Airbnb. Et cette personne, elle me contacte, elle me dit, voilà, on va venir sur Paris. Est-ce que d'abord, on pourrait faire une vidéo de toi, ton épouse, de ton appart pour le promouvoir sur la plateforme? Ok, moi j'avais reçu à l'époque juste un couple. Je dis ok, bah je crois, enfin cette boîte a l'air sympa, on peut faire ça. Et deuxième question, on est une petite boîte, on est 7, on a levé un tout petit peu d'argent, on n'a pas trop d'argent, est-ce qu'on peut dormir chez toi? Et on est 3. Alors vous connaissez la taille moyenne des apparts à Paris. Je leur ai dit ok, bon, il y a un canapé pour 2 personnes, l'autre personne il va être par terre, mais finalement vous appelez Airbnb and Breakfast, donc on va y arriver. Donc on a fait ça, j'ai connu cette équipe et j'ai été impressionné par la façon dont ils ont géré les 2-3 jours qu'ils ont passés sur Paris, où ils ont fait d'abord en haut à gauche, c'est la terrasse d'un bar qui s'appelle la Bellevilloise à Paris, où ils ont invité les gens qui mettaient leur appart sur Airbnb. Il y en avait à l'époque peut-être une quarantaine, je ne sais pas, peut-être 20 qui sont venus. Chacun payait sa bière ou son verre de rosé, hein, Airbnb n'avait pas d'argent. Et il leur expliquait un peu la vision, la mission d'Airbnb, où ils voulaient avoir. Le lendemain, ils ont fait, comme c'est des Américains, ben voilà, ils ont pensé Tour Eiffel, on fait un pique-nique devant la Tour Eiffel, on était peut-être 5 ou 6, pas plus. Et ils nous donnaient sur des papiers des petits coupons avec un code que nous, on pouvait donner à d'autres personnes pour qu'ils deviennent guests ou hosts sur Airbnb. Alors encore une fois, vous dites, mais comment une boîte part de ça, alors que c'est une boîte tech hein, qui est censée scaler, part de ça et peut faire un tel succès derrière? C'est, je pense, la raison, une des raisons qui a fait leur succès, c'est qu'ils ont fait ça, ils l'ont multiplié des centaines, des milliers de fois, et ils se sont structurés pour ça. Les 3 personnes qui sont venues chez moi ont fait, je ne sais pas combien de fois le tour du monde, je ne sais pas combien de hôtes et guests ils ont rencontrés, et des gens comme moi sont devenus des ambassadeurs qui en ont parlé à peut-être 50 ou 100 personnes qui sont devenues soit hosts, soit guests sur Airbnb. Donc, pour résumer un peu ça, il y a une phrase que j'aime bien de Brian Chesky, donc le CEO de Airbnb, qui vous dit « Il faut mieux avoir 100 personnes qui vous aiment, qui vous adorent, plutôt que 100 000 personnes qui vous aiment plus ou moins. » Et ça, c'est le risque, je pense, des fois, lorsqu'on est dans la tech, qu'on veut tout de suite scaler, on reste derrière son écran et on ne va pas voir les personnes sur le terrain, que ce soit des clients, que ce soit une communauté, etc. Et je pense que c'est un learning super intéressant. Alors, quel lien avec Malte ? D'abord, la première chose, c'est que cette histoire d'Airbnb, c'était avant la création de Malte, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Il existait déjà des marketplaces avant, mais des marketplaces qui, justement, vont sur le terrain comme ça, font des choses qui ne sont pas a priori scalables, qui prennent du temps, qui sont coûteuses, mais qui sont difficiles à mesurer aussi en termes de ROI, mais qui ont un impact derrière. C'est quelque chose qui m'a inspiré énormément. Alors, je vais présenter Malte super rapidement. Qui connaît Malte d'ailleurs ici ? On est plus connu que le Y Combinator, ça c'est bon signe. Super.
Donc Malte, on a commencé en fait nos 10 ans cette année. Et on a commencé avec cette idée, il y avait déjà des plateformes de freelance américaines ou australiennes, etc. On est parti avec cette idée simple qu'on devait partir d'abord de la communauté, un peu comme l'a fait Airbnb. Parce qu'on est sur un marché pénurique, tout le monde recherche des très bons développeurs, data scientists, designers, etc. etc. À partir du moment où on a l'offre, la supply, comme on dit souvent dans les marketplaces, à partir du moment où on a l'offre, la demande, c'est pas qu'elle vient automatiquement parce qu'on a des gens comme Emmanuel qui sont sales, on fait du marketing, mais ça aide énormément. Donc on est parti de ça, on est parti de comment on valorise notre communauté, comment on les connaît, comment on les rencontre et comment on fait donc avec eux des choses qui ne scalent pas. Aujourd'hui, Malte, donc c'est 60 000 clients en Europe, on est sur 9 pays. On a une recherche, comme vous voyez, toutes les 3 secondes. On a fait 350 000 projets depuis 2013. On a fait 1 milliard de volume d'affaires les 9 premières années. Et on fera les 10 premières années, enfin 9,5. Et on fera 1 milliard de volume d'affaires l'an prochain. Donc une croissance importante. Et très rapidement aussi, là vous pouvez voir que notre croissance, le volume d'affaires, le chiffre d'affaires que l'on fait, donc, qui est en noir, est complètement corrélé avec le développement de la communauté de freelance. Okay, les deux sont liés. Aujourd'hui, on est à peu près à 600 000 freelances en Europe. On sera théoriquement l'année prochaine à 1 million de freelances qui sont chez nous. Et on a levé de l'argent. On a levé de l'argent avec au départ des fonds français, des Isaïe, des Serena, et depuis récemment avec des fonds européens comme Eurazeo, comme Goldman. Alors, comment on l'a fait ? On a fait comme Airbnb. Je pense que des fois, il faut juste copier quand ça fonctionne. On a commencé il y a 10 ans, on n'avait rien levé, on n'avait pas d'argent. Le capital de l'entreprise, je crois que c'était 7 000 € entre les trois premiers cofondateurs. Et on n'avait pas de quoi donc faire de la publicité online. Et on est allé sur le terrain. On a appliqué les mêmes règles. On a invité à boire une bière des freelances qu'on connaissait, qui ont invité d'autres freelances, etc., qui se sont dit, ces gars sont motivés, on croit à leur vision, on croit comment ils vont mettre le freelance au centre plutôt que l'entreprise, comment ça va valoriser les freelances, et donc des très bons freelances sont venus, ce qui a fait que d'autres bons freelances sont venus, etc. Et on a fait des choses comme ça. La première photo à gauche, c'est un événement qu'on a fait le 1er mai. On s'est dit le 1er mai, jour du travail, personne ne travaille sauf les freelances. Donc on va faire un truc où on est allé d'ailleurs. À l'époque, j'avais contacté Airbnb France et je leur avais demandé un coupon pour avoir un Airbnb gratuit. Voilà, petite journée, 6-7 personnes. Et ensuite, on en a parlé sur les réseaux sociaux. Au milieu, on voit Marion. Marion, elle est ce qu'on appelle Malte Linker, donc ambassadrice sur Lyon. Elle a organisé des dizaines d'événements. Donc ces petits événements qu'on faisait nous-mêmes, on les a ensuite rendus scalables en ayant des personnes qui sont des ambassadeurs pour nous. Et puis on a fait, comme vous le voyez, des pique-niques, des séances photos, etc. Alors deuxième étape, c'est bien de faire des petits événements, mais comme vous touchez 5 ou 10 personnes, c'est peut-être pas suffisant. La deuxième étape, c'est comment vous engagez votre communauté. Donc là aussi, on fait des choses, que ce soit côté client, côté freelance. On ne peut plus le faire maintenant totalement, mais on fait des choses qui sont a priori, encore une fois, qu'on ne peut pas faire pour nos milliers de clients, mais qu'on faisait au début, parce que le début, c'est le plus important. Là, c'est une photo, par exemple, de l'équipe du début qui envoie une photo à Florent, je ne sais plus qui est Florent, un freelance, qui avait passé un stage chez nous, qui était devenu ce qu'on appelle super malteur. Et donc, au lieu de rien faire ou juste envoyer un email, voilà, on va plus loin, on envoie une petite carte, etc. Alors ça, comment ça scale ? Récemment, on a racheté une boîte allemande qui s'appelle Comatch, qui est une boîte dédiée aux consultants management, donc ex-McKinsey, BCG, etc., ou aux managers de transition. Ils avaient 15 000 freelances. Là, on est en train de faire l'intégration, on est en train de les passer sur Malte. On s'est dit, OK, évidemment, on va envoyer un mail pour leur dire, les inviter à passer sur une nouvelle plateforme. Mais on est allé plus loin que ça. On s'est dit, mais il y en a 15 000, est-ce qu'on ne pourrait pas tous les appeler ? 15 000, ça fait quand même beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait ? On externalise ça dans un call center. Et puis on s'est dit, mais on est à l'époque 500 employés. 15 000 divisé par 500, ça fait 30. On les appelle tous. On met toute la boîte à appeler tout le monde pendant 3 jours. Et là aussi, quel impact ? C'est pas possible de mesurer le ROI de ça. Vous demandez, enfin, on sait ce que ça coûte. C'est-à-dire qu'on demande à des gens qui sont d'habitude
sales, développeurs, etc., de s'arrêter de bosser pendant 3 jours. Mais l'impact, on sait qu'il est, il est important. Parce que les retours qu'on a positifs de gens qui sont surpris en fait, qu'on fasse ça, qui nous donnent aussi énormément d'informations, et qui fait que toute l'entreprise, donc pas seulement les fondateurs comme les fondateurs d'Airbnb ou moi au départ, toute l'entreprise vit un peu au travers de sa communauté, et apprendre sa communauté, c'est quelque chose de super important. La troisième étape, c'est d'amplifier tout ça, c'est-à-dire que je pense qu'on peut passer du tout petit, donc le petit événement avec 5-6 personnes, au très grand. C'est l'avantage des réseaux sociaux, du monde dans lequel on vit actuellement, c'est-à-dire que tout ce que vous faites, vous pouvez l'amplifier. Alors ça, par exemple, c'est soit nous, soit les freelances, qui vont poster ce que nous on a fait. Donc on a fait une petite carte à la main et eux vont le mettre en avant. Et quand derrière vous avez 500 employés de Malte, alors peut-être pas 500 mais 50 qui like, évidemment il y a un effet de réseau très important. Donc quand on fait des choses petites, on peut aussi les amplifier pour qu'elles deviennent très grandes. Et la quatrième étape, c'est de répéter tout ça. C'est-à-dire, c'était il y a une semaine, 10 jours à Toulouse, avec les quelques clients d'ici, notre communauté, faire un événement, mais on en fait on va en faire des dizaines à Toulouse. Ça, c'est un des derniers événements qu'on a fait à Bruxelles. On fait des centaines d'événements dans toutes les villes où on est. Et encore une fois, on est une plateforme, on accueille maintenant 20 000 freelances par mois, on a des dizaines de milliers de clients tous les mois, on ne peut pas tous les voir, mais on sait qu'en voir une petite partie a déjà énormément d'impact. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à des marketplaces communautaires comme Malte, comme Airbnb? Est-ce que c'est un cas particulier? Je ne crois pas. Si vous regardez un peu l'histoire de boîtes qui ont eu une forte réussite, je pense à des boîtes comme Stripe, Stripe Solutions de paiement. L'histoire est assez sympa. Les fondateurs, au début, pour montrer à quel point c'était simple d'installer leur solution, allaient voir des développeurs et leur disaient voilà, Stripe c'est super, etc. Dans un salon comme celui-ci. Ils sortaient leur laptop et les gens disaient ok, bah, je le ferai après le salon. Non, viens, on va le faire tout de suite. Je vais le faire avec toi. Et ils ont fait ça des dizaines et des dizaines de fois à des gens qui ont trouvé ça hyper simple et qui ont invité d'autres personnes. Uber, je connais une personne qui est une Française, Frédéric Dame, qui était une des toutes premières employées d'Uber. Elle est aujourd'hui au fonds d'investissement de Google Venture. Et elle me disait, donc des personnes très qualifiées qui étaient recrutées, comment elle se souvient du 31 décembre, elle était à Sydney en train de distribuer des coupons à des taxis ou des VTC qui n'étaient pas encore sur Uber. C'est ces choses-là, et moi j'ai toujours remarqué que les boîtes finalement qui réussissent le plus sont celles justement qui ne restent pas derrière l'écran, mais qui sont sur le terrain. Et ça, il y a plein d'exemples. Pollen, je le mets pour l'histoire aussi, Pollen, une boîte dans laquelle je suis investisseur, moins connue que les deux autres. Une marketplace de formation avec des formateurs très qualifiés sur le monde de la tech, du digital. Pollen fait exactement ça, là c'est une boîte qui démarre. Au début, évidemment, à terme, il y aura des centaines de formateurs, des centaines d'entreprises dessus, etc. Mais au début, vous devez les travailler petit à petit. Et alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est quelque chose aussi qui est propre à la tech? Et je pense que non, c'est juste du bon sens. Il se trouve que je suis passé par Turin cet été, et à Turin, il y a un musée, le musée Lavazza, donc tout le monde connaît le café Lavazza. Et on se dit, ok, c'est une évidence, le café Lavazza, maintenant on le connaît par la pub. Mais au départ, y compris en Italie, ils étaient inconnus. Ils ont dû se faire leur marque. Et ils ont fait ça dans les années 60. Ils ont brandé cette super camionnette. À l'intérieur, il y a un petit café mobile. Et ils sont allés dans toutes les villes d'Italie, une par une, où ils ont fait ce genre de petits événements qui ont démarré les choses. Alors, ça ne suffirait pas, mais si on s'arrêtait là, évidemment, derrière, ils ont fait de la pub télé, etc. Mais il faut les deux. Vous devez avoir le love, l'amour de vos premiers fans, mais aussi derrière amplifier. Et ça, c'est une chose qu'on voit aussi en politique. La campagne d'Obama, c'était une réussite incroyable de quelqu'un qui sortait, personne ne le connaissait, hein, c'était un petit sénateur assez peu connu. Mais ils ont mis en place, avec cette application par exemple, qui permettait de faire en sorte que n'importe qui pouvait très facilement devenir un ambassadeur de la campagne et appeler des gens. Ils ont mis en place tous les outils pour faire ce qu'ils appellent cette grassroots campaign, voilà, en bottom-up, une campagne qui est venue du terrain, et c'est ce qui a fait la réussite.
Les politiques, alors j'ai pris Jacques Chirac parce que c'est une figure historique, donc au moins c'est moins politisé. Mais les politiques, quand ils vont sur des marchés, c'est la même chose. C'est vraiment le même principe, c'est-à-dire que vous pourriez vous dire, mais je peux en rester, si je passe sur BFM ou sur TF1, je touche des centaines de milliers ou des millions de personnes. Mais ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de faire ça, mais vous avez aussi besoin de faire des petites choses. Donc pour finir, 3 enseignements que je retire de cette idée de doing things that don't scale, que je ne sais toujours pas traduire. La première chose, donc, c'est pour voir grand, commencer petit, faites des petites choses. La deuxième chose, c'est que le pouvoir de prescription d'une communauté de fans est énorme, mais surtout n'est pas mesurable. Je dis souvent aux marketeurs, le danger, et j'ai vécu ça moi aussi, j'étais CMO avant, on est passé d'un monde où on ne mesurait rien en marketing, où on peut a priori maintenant tout mesurer, a priori. Mais ce n'est pas vrai en fait, c'est très difficile de mesurer l'impact de plein de choses. Lorsque vous êtes en B2B et que vous touchez une personne dans l'entreprise et qu'ensuite dans le couloir elle va parler de ce produit ou service à d'autres personnes, c'est immesurable. Donc c'est la même chose en B2C, je pense, et dans plein de cas. Donc il faut accepter de ne pas mesurer, il faut accepter de suivre un peu ses intuitions et de se dire, voilà, si j'ai des fans, si j'ai des ambassadeurs, je ne vais pas les mesurer, je ne vais même pas forcément les rémunérer pour ça, mais s'ils sont convaincus du truc, ils vont en parler autour de moi. Et la troisième chose, c'est, je pense, que vous soyez sur un projet qui soit associatif, entrepreneurial, intrapreneurial, c'est d'être passionné. L'autre jour, je discutais avec un de mes premiers investisseurs, qui est aussi premier investisseur de Blablacar, qui a parié sur des boîtes comme notre, justement un peu avec une ambition, mais qui partait avec des choses un peu petites au départ et puis qui changeaient complètement le marché. Il disait, j'ai remarqué finalement avec le temps, en 20 ou 30 ans d'investissement, que les boîtes qui réussissaient le plus, c'est des boîtes où les gens réfléchissaient non pas tant avec la tête, mais plus avec les tripes. Pourquoi ? Parce qu'il me donnait l'exemple, il me disait, si c'est la figure typique de la start-up aujourd'hui en France, ça change, mais 3 gars, 3 hommes blancs qui se sont rencontrés à HEC ou à McKinsey et qui font une boîte, en ayant froidement analysé un marché qui existe aux États-Unis et qu'on va copier, et avec un objectif court-termiste et financier, en fait, ça ne marche jamais, ou ça marche beaucoup moins bien. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire beaucoup de petites choses comme ça, terrain, et de petites choses qui faire une boîte très scalable, mais en commençant par plein de petites choses, eh ben, c'est pas un sprint, c'est un marathon, et ça demande énormément d'huile de coude, et donc ça ne peut se faire que si vous êtes passionné. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, j'espère que c'était utile, et ravi d'être ici encore une fois. Merci. Merci beaucoup Vincent. Vincent se proposait amicalement de répondre à 1 ou 2 questions du public. Je vous prends, déjà merci, je vous prends un petit peu à froid. Les questions, c'est un peu comme du popcorn, ça met du temps à popper. Et il va falloir s'arrêter à 2 questions maximum. Donc si vous voulez poser une question directement, profitez de la venue de Vincent à Toulouse, levez la main et notre charmante hôtesse Anthony Carcaillon va vous apporter le micro. Ah, je vais peut-être te passer un micro, ce sera plus facile pour parler. Tiens, dis-moi un mot pour voir si ça fonctionne. Si vous avez une question à poser directement, n'hésitez pas à lever la main, ou alors tout était très très clair. Allez-y. Oui, bonjour, David Roche, Aura Aero. Une question de curiosité, qu'est-ce que vous avez demandé, c'était quoi la mission des 30 personnes qui ont appelé les 50 personnes allemandes quand vous avez racheté la société? Qu'est-ce qu'ils leur disaient, qu'est-ce qu'ils leur demandaient? Alors, parce qu'on est maintenant une boîte plus structurée, à une autre époque, on aurait fait ça, bon, appelle-les, puis on verra ce qui se passe. Et on itérera au fur et à mesure. Là, c'était plus structuré, on demandait à toute la boîte de s'arrêter pendant 3 jours, 500 personnes, donc il appelait 30 personnes chacune. Et il y avait des lots, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient déjà recréé leur profil sur la nouvelle plateforme, d'autres qui ne l'avaient pas créé. Mais on leur demandait globalement quand même la même chose, c'est-à-dire évidemment le but c'était de la migration d'une plateforme à l'autre, mais c'était de les accueillir. Finalement, on a aussi quelque chose qui n'est pas mesurable, c'est-à-dire leur dire, voilà, nous on est Malte, qu'est-ce qui va être mieux parce que tu vas passer de Comatch à Malte, et souhaiter la bienvenue, en fait, tout simplement. Donc ça paraît un geste anodin, mais c'est super important, les gens étaient surpris.
il y en a peut-être sur les 15 000, je ne sais pas moi, 30 qui nous ont dit « Non mais attends, je suis en réunion, j'ai autre chose à faire, merci ». La plupart des autres, que ce soit même si on leur a laissé un message ou qu'on les ait eu au téléphone, étaient ravis, disent « Merci pour le geste, c'est très sympa ». Voilà. Et ça, je pense que ce capital sympathique, comment ça va nous servir dans le futur, très difficile à dire, mais moi je suis assez convaincu de ces choses-là. Ça permet de faciliter une situation qui peut être douloureuse de rachat. Une autre question dans le public, n'hésitez pas à lever la main, je m'en doutais. Merci beaucoup pour la présentation. Très inspirante, parce qu'elle va à l'encontre d'une certaine doxa qui dit qu'il faut tout mesurer, qu'il faut scaler, etc. Mais justement, comment est-ce que vous avez réussi à convaincre des investisseurs de croire en vous, de vous suivre sur certaines choses qu'ils ne pouvaient pas mesurer, que vous ne pouviez pas mesurer? Ouais, super question. D'abord, on ne convainc pas tous les investisseurs, on se fait rejeter par, je sais pas, 19 sur 20, on va dire. Et on convainc ceux qui croient à un type d'entrepreneuriat, un type de personne et un type de fonctionnement. Je me souviens que le premier investisseur, je ne vais pas donner son nom, mais m'avait dit un truc, t'es quand même un peu particulier comme gars. Voilà, j'étais effectivement moins analytique que d'autres fondateurs qui voyaient. Alors ça ne veut pas dire que la boîte n'est pas analytique par plein d'autres aspects, et une boîte aussi très tech. On peut scaler que s'il y a je vous parlais d'Airbnb, ils avaient une plateforme et un produit très solide. Donc évidemment, il faut ça à la base. Mais peut-être parce qu'il avait fait Blablacar avant, il avait vu le pouvoir des communautés. Et puis d'un autre côté, vous ne leur laissez pas non plus le choix. C'est-à-dire que, je n'ai pas envie de dire, vous prenez l'argent et après vous faites ce que vous voulez. C'est pas ça, vous avez un board. Mais il faut être convaincu de quelque chose. Je pense que ce que recherchent les investisseurs en particulier, c'est des gens qui sont assertifs et convaincus. Peut-être qu'ils vont se planter, mais au moins ils vont aller au bout de leur logique. Et si c'est en fait, on peut faire une boîte en suivant pas du tout les règles que j'ai proposées là. Je pense que ça dépend vraiment de sa personnalité. Et donc, les boîtes ont un ADN. Il y a des boîtes qui vont être très, sur leur go-to-market, qui vont être très outbound, d'autres inbound, d'autres qui vont être très communautaires, d'autres qui vont être télévision. Voilà, il faut aller à fond sur un sujet et pas essayer de saupoudrer et comprendre quel est son ADN à soi. Encore une fois, le moteur de la passion qui est important. Vincent, comme c'est passionnant, est-ce qu'on prend une dernière question, s'il y en a une dans le public? Il y en a une tout au fond là-bas, Anthony. Cours! Ou sinon, saute par-dessus les gens. Voilà. Allez, ce sera la dernière question pour conclure. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Comment on fait pour passer d'une boîte that don't scale à une boîte that do scale, puisque c'est votre cas? Ouais, super question. En fait, il faut une tension interne, je pense. C'est-à-dire que quand moi, au départ, je faisais... j'ai toujours travaillé dans le produit et la tech, donc évidemment que le but, c'était de faire des choses qui puissent être scalables. Mais j'avais des gens, mes associés étaient développeurs, eux, ils ne comprenaient pas ce que je faisais ailleurs quand je faisais des petits événements, on faisait des bières, ou j'allais voir des clients un par un, etc. Ils disaient, mais ça devrait être totalement automatique. Donc cette tension, elle est nécessaire pour trouver un équilibre. Et effectivement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est on ne fait pas la même chose sur un marché mature comme la France où on a une certaine notoriété, ou même une ville comme Paris où on connaît tous les grands comptes, et une ville comme Toulouse où on démarre, on va dire. Donc je pense qu'il y a des phases, c'est juste ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir dans quelle phase on est. Et effectivement, le principe dont j'ai parlé ne peut pas fonctionner si après ça ne scale pas. Airbnb a fait ça, mais c'est parce que derrière, ils ont mis en place les mécanismes de scale ou les programmes de référal où vous pouvez inviter une personne, il gagne 100 € si il reçoit des gens chez lui, etc. Donc il faut les deux. Et il faut les deux à la fois. Moi, j'ai fait ce focus sur... C'est très important de faire ça, mais évidemment, si vous êtes une plateforme tech, l'enjeu, c'est d'automatiser le plus de choses possibles pour devenir une boîte très profitable aussi. Sinon, ça ne fonctionne pas. Avec le micro ouvert, ça marche mieux. Mesdames et messieurs, Vincent Huguet, cofondateur et co-CEO de Malte. Merci énormément, Vincent, pour cette introduction de la journée Business Startup Day.